Premier dossier de ce soir, massacre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Est-il possible d'envisager une cour spéciale? Nous en discutons avec un consultant à la cour pénale spéciale, M. Faustin Ouessa. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors, d'entrée des jeux, si j'ai bien compris l'enjeu de la discussion de ce soir, c'est qu'il faut absolument résoudre le problème de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo qui souffre éternellement, mais seulement la population se plaint que les auteurs des crimes innommables dans cette partie se retrouvent parfois en situation d'impunité ensuite, parfois même avec des grades dans l'armée, parfois même avec un statut de respect au milieu de la société. Et avec M. Faustin Ouessa, on va discuter sur la possibilité de rendre justice effectivement, afin de créer la cohésion sociale. Est-ce que j'ai bien introduit cette discussion, M. Ouessa? Merci beaucoup à messieurs les journalistes et aussi Télé 50. Je voulais juste apporter un petit recadrage. Il ne me revient pas, moi, de décider d'une cour pénale spéciale. Mais je suis invité comme un expert en la matière, sans avoir l'exclusivité. C'est la justice pénale qui a un caractère pédagogique, mais aussi qui a un caractère dissuasif pour lutter contre l'impunité. Est-ce que vous pouvez dire déjà aux téléspectateurs, pour qu'ils soient situés, vous êtes désigné comme expert en cette matière après avoir acquis quelle expérience justement? Qu'est-ce que vous avez déjà fait en cette matière de cour pénale spéciale? Voilà, je suis invité comme quelqu'un qui est jusqu'à aujourd'hui consultant au niveau de la cour pénale spéciale en République centrafricaine. Donc j'appuie cette juridiction à travers un projet financé par le gouvernement des États-Unis pour les comptes de l'association du barreau américain. C'est à ce titre que j'étais invité pour apporter ma contribution dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Vous savez bien qu'il y avait le rapport mapping qui a été fait sous le label des Nations Unies avec autant d'experts, qui a désigné autant de personnes présumées dans les crimes de masse, qu'on appelle en droit les crimes internationaux. Et ces gens ou d'autres qui perpètrent les crimes doivent être déférés devant les juridictions. Ils sont encore présumés coupables. Et s'ils sont déférés devant une juridiction, c'est-à-dire que c'est la justice qui décidera de leur culpabilité ou soit ils sont innocents. Parce que c'est ce que je suis en train de dire. J'ai quand même suivi un des films de Thierry Michel sur cette situation, avec notamment le prix Nobel de la paix Denis Mukwege. Là, on évoquait des situations telles que, ça ce sont les victimes même, qui disent qu'on peut être avec des jeunes gens aujourd'hui qui se rebellent, qui vont en brousse, qui deviennent des seigneurs de guerre, ils créent la panique, la terreur, ils tuent, ils violent. Et pour les calmer, pour les raisonner, on leur propose des grades, des postes au sein de l'armée régulière et ils se calment. Ils se calment et ils continuent à œuvrer au milieu de ces mêmes victimes d'autrefois. Oui, ça signifie tout simplement que j'ai dit qu'il y a l'aspect pédagogique, l'aspect dissuasif, mais troisième aspect, c'est la répression. La répression qui rentre aussi dans l'aspect pédagogique. Lorsque un criminel de guerre, un criminel poursuivi par la justice pour les crimes internationaux, il n'est pas déféré devant une juridiction internationale ou nationale, c'est qu'il donne l'idée comme quoi on peut faire la guerre, on peut tuer, on peut bercer dans les crimes de guerre, des crimes du droit humanitaire, et qu'après on est auréolé par un titre dans l'armée ou dans la politique. Et ça donne encore de la leçon, entre guillemets,
aux autres criminels de se dire c'est un bon travail. Mais s'il est déféré comme les Milosevic, comme les autres que tu as entendus au tribunal de Nuremberg, à la CPI, ça se dit tout simplement qu'on ne peut pas blaguer avec le feu. Et que demain, si moi je me retrouve dans cette histoire et que demain je suis appréhendé par la justice internationale, je vais terminer ma vie sous les verrous. Alors, quelles dispositions pratiques pour rendre cela effectif ici en République démocratique du Congo, par exemple? Dans l'historique de ce processus, c'est parce que la RD Congo a été un pays qui a non seulement fait effectif le statut de Rome, c'était le dernier pays qui a signé pour que la Cour pénale internationale soit effective, mais c'est parmi les pays qui ont suffisamment coopéré avec la Cour pénale internationale. Mais pour nous, ce n'est pas nécessairement la Cour pénale internationale qui nous intéresse. Nous avons parlé des chambres mixtes à l'époque, nous avons parlé d'une juridiction spéciale, mais à la fin, on a donné aussi des compétences et aux juridictions militaires et aux juridictions civiles, mais les autres en avaient aussi d'autres pays. Maintenant, l'approche, c'est de faire des juridictions hybrides, une juridiction nationale internationalisée, où il y a les juges nationaux qui connaissent bien l'arsenal juridique du pays, mais aussi, il y a aussi les juges internationaux qui apportent du poids en termes un peu simples avec l'expérience qu'ils ont acquise dans d'autres juridictions hybrides et ad hoc. Nous savons, il y a le tribunal international à Arusha pour le Rwanda, il y a pour le Cambodge, hein, il y en a d'autres qui fonctionnent. Cette hybridité renforce un peu les juges en termes de partage d'expérience. C'est ce que je suis en train de vivre avec le tribunal pénal spécial pour la Centrafrique. À Bangui. À Bangui. Donc là-bas, vous avez une mixture positive avec les nationaux et les internationaux. Et dans ces échanges, ils sont en mesure de faire œuvre utile en termes de jugements à rendre. Et pour nous, je pense que ça pourrait être une idée positive à faire chez nous. Parce que nous ne disons pas que nos juges nationaux ne sont pas capables de les faire bien. Mais avoir un appui, c'est toujours quelque chose de plus dans la vie. En parlant d'appui, par exemple, je prends un cas de figure parmi plusieurs, des seigneurs de guerre qui commettent des crimes, par exemple, sur le territoire congolais et s'y réfugient dans un pays ailleurs, voisin, par exemple. Donc, que faire pour le juger en cas de mise en place de cette cour pénale? Nous sommes membres d'une structure juridique, judiciaire, de la police internationale qu'on appelle Interpol. Nous sommes aussi bénéficiaires des coopérations d'extradition avec certains pays. On ne dit pas beaucoup. Et si c'est un sujet congolais qui se retrouve dans ces pays, nous allons utiliser le voie diplomatique où on peut extrader quelqu'un. Nous allons utiliser le voie juridique, judiciaire, par des commissions rogatoires et par Interpol. Évidemment, il revient à l'État frère de nous livrer un criminel qui a trempé dans les crimes internationaux. L'État peut aussi refuser pour ces raisons évidentes. Parce que quand un criminel choisit un pays pour se réfugier, normalement, il sait le pourquoi. Le criminel est plus intelligent que la personne qui les pourchasse. Et donc, c'est le pays qui décidera de nous extrader si nous avons la coopération. Et si nous n'avons pas de coopération, c'est sûr que le criminel ne sortira pas dans ce pays. Pour qu'il soit jugé et pas pour qu'il lui arrive malheur, par exemple. Oui, malheur, ça veut dire... On a une jurisprudence dans le pays quand même de l'époque où on nous renvoie, paix à son âme, M. Moulélé, si ma mémoire est bonne, et après, il ne sera jamais jugé. Bon, je ne veux pas entrer
dans le précédent de notre histoire de l'indépendance. Mais j'ai dit tout simplement ceci. Si un criminel séjourne dans un pays, par exemple en France, tous les criminels des génocides au Rwanda, il y en a qui ont été jugés là-bas. En France, parce qu'ils ont le principe de la compétence universelle. Il y a des gens qui ont été déférés là-bas, des criminels de guerre. Il y en a d'autres qui ont été extradés au tribunal pour les génocides au Rwanda, à Arusha. Ils ont été déférés, ils sont là-bas. Il y a un qui est même croulant à mort, mais qui sera jugé. Un vieux papa, mais il sera jugé au nom de la lutte contre l'impunité. Donc pour moi, je dis tout simplement que les juridictions internationales, ad hoc ou permanentes, ont plus de caractère dissuasif pour aider tous ces fauteurs de troubles et tous ces criminels latents, actuels et à venir, à se dire que demain, lorsque je me retrouverai sous les verrous, pour autant d'années, par rapport, tu as 50 ans, on te condamne pour plus de ta survie reconnue mondialement. Pour l'Africain, on connaît quel est son degré de survie. Pour un Européen, entre guillemets, on sait combien, même si fatalement ça peut aller moins que ça. Ou plus, voilà. Exactement. Bon, merci beaucoup pour cette matière, mais il y a quelque chose qui a retenu mon attention aussi quand la production vous présentait. On a dit que vous êtes aussi à digne fils de la province du Maniema, toujours dans l'est de la République démocratique du Congo, et que vous pouvez quand même glisser un commentaire sur les élections à la tête de cette province à 8 mois. Hein, on est pratiquement à 8 mois du scrutin général, et vous évoluez particulièrement dans le territoire de Pangui. Vous savez que le principe, c'est que si tu ne t'occupes pas de la politique se t'occupera de toi. Exactement. Voilà. Étant fils du terroir, Maniema, Pangui, j'ai un sentiment d'inquiétude, mais je ne suis pas négativiste. C'est que vous savez qu'au Maniema, il y a maintenant autant de mois ou d'années qu'il y a un gouverneur qui est à l'intérim. On a organisé les élections. Et après, ça a été ce que tu connais. Les institutions sont stables lorsqu'elles ne sont pas provisoires. C'est ça, la stabilité. Nous avons un chef de l'État, il est là-bas, il n'est pas provisoire, il est stable. Et il rassure son peuple qu'il gouverne sur la nation. Les représentants du chef de l'État sont les gouverneurs en province. Ils incarnent le pouvoir du chef de l'État. Ce serait un souhait que le Maniema puisse avoir aussi son représentant là-bas sur place qui n'est pas provisoire. Intérimaire. Voilà. Il doit être attitré. Intérimaire, tout le monde, quand tu es intérimaire, tu dis que demain ça ne va pas marcher. Demain, je suis sur une chaise éjectable. Mais si tu as un mandat, tu es un peu... C'est pas qu'il ne fait pas son travail, mais il devait être un gouverneur élu et il rassure tout le monde. Pour la politique en soi, pour le Maniema, je suis dans ce qu'on appelle croiser du chemin. Je suis vieux, jeune. Parce que quand tu as 50 ans, tu es entre ces deux générations. Nous devons seulement demander à nos aînés de préparer la jeunesse. Préparer la jeunesse, ça veut dire ne pas le vassaliser. Où on entre dans les réseaux sociaux en train de s'injurier, en train d'instrumentaliser les gens. La jeunesse est l'incarnation de la vieillesse, parce que c'est la vieillesse qui prépare la jeunesse. Nous sommes tous héritiers de quelqu'un, que ce soit biologiquement, que ce soit politiquement, que ce soit professionnellement. Tu es là-bas comme journaliste, c'est parce que tu as étudié, c'est bien, mais quelqu'un t'a accompagné pour le faire bien, d'une façon professionnelle. Et nous avons par moments des bémols chez nous, où les aînés, certains, je parle maintenant comme philosophe, pas comme juriste, certains penseraient que rester éternellement sur scène politique, ça donne un crédit. Non. Rester éternellement sur la scène politique, ça veut dire rester éternellement en train de fabriquer ceux qui vont véhiculer votre message sur l'aspect politique. Et ça manque par moment dans les chefs
de nos aînés. Mais je dirais aussi pour les jeunes. Vous parlez d'une guerre donc des générations dans le Maniema. C'est bien ça. Une guerre des générations, mais aussi un déficit de préparation de la jeunesse. Parce que guerre de la jeunesse et vieillesse, ça dit que vous entrez au fond, confrontation. Mais ceux qui sont en train de préparer la jeunesse, ils préparent ça d'une façon malencontreuse, suicidaire même. Suicidaire, ça veut dire quoi? Parce que si un jeune pense que pour arriver au pouvoir, ou à se retrouver dans la politique, par le pouvoir nécessairement, ou la politique, ça veut dire injurier un aîné, parce qu'un aîné lui a dit de le faire, c'est une bombe à retardement. Parce que demain, ce que tu instruis dans ces jeunes, il le fera un jour contre toi lorsque quelqu'un d'autre va les dompter. Parce que je pèse mes mots, quand quelqu'un d'autre va les dompter, il va revenir vers toi parce que tu n'as pas été aussi propre. Je suis un enseignant. L'éducation, c'est une valeur. L'éducation, ce n'est pas une arme contre. On nous éduque, on parle de la pédagogie, pédagogia, ça veut dire de X niveau rudimentaire à un autre niveau où tu es capable de faire l'analyse de valeur. Et ça rate dans certains nombres de nos jeunes, parce que nos aînés, peut-être moi aussi, je pourrais être dedans, à travers mes jeunes frères, on ne veut pas envisager cette chaîne de nos valeurs. En tout cas, on espère en tout cas que dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, cela va changer, ou bien il faudra attendre jusque 2023 pour les élections générales afin que cette situation change. Est-ce que ça jouera en faveur de la province? Mais c'est pour cela que nous sommes dans cette situation, parce que ça n'a pas joué en faveur de la province. Et il y en a qui ont compris parmi nos aînés, il y en a d'autres qui s'enlisent à véhiculer ces messages de haine et de vassalisation des jeunes, de certains jeunes. Je tenais aussi à dire qu'il y a des jeunes talentueux qui ont compris ça, et qui sont en train de travailler comment se débarquer dans ces chemins de corrompre la jeunesse. Cette corruption, ce n'est pas dans le sens de donner de l'argent. Corrompre, au fait, c'est enlever cette conscience patriotique à un être humain de croire aux valeurs. Tu l'embourbes. Et comme les gens qui disaient que le savoir n'est pas dans le livre. Le savoir est dans la compréhension du livre. Si tu ne comprends pas un livre, tu veux bien dire que tu l'as lu, mais tu ne l'as pas compris, tu vas véhiculer alors les contresens ou les contre-vérités de ce que le livre, de ce que l'auteur a mis dans son livre. Et je crois que je suis très positiviste que ça va décoller le Maniema et que les jeunes sont en train de voir quelle serait la voie pour notre province. Monsieur Faustin Wissa, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On va passer à notre deuxième dossier de ce soir, parlant en jet de l'heure avec Monsieur Sélé Kanangila, membre du CNC. Il en est même le porte-parole. Oui, il y a des scandales en Ukraine en ce moment, mais qu'est-ce que font les Occidentaux? Ils ferment les yeux parce qu'ils font la guerre à la Russie. Ils disent, bon, on verra ces affaires de corruption ou de détournement d'armes, par exemple, qu'on livre à l'Ukraine. Il y a beaucoup d'armes qui sont détournées, etc. Les étrangers, écoutez les médias occidentaux, ils en disent aucun mot. Zelensky lui-même, il est corrompu dans Panama Papers, il est cité 50 000 fois. On n'en parle pas là-bas, pourquoi? Parce qu'ils ont un autre objectif, c'est faire la guerre à la Russie. Ils continuent à fournir des armes, de l'argent également à la Russie. Chez nous, c'est des guerres internes. Nous fragilisent. Nous fragilisent et en même temps, les étrangers, les occidentaux, nous asphyxient avec l'arrivée des troupes étrangères qui ne vont pas combattre autant la MONUSCO
ne s'est jamais battu, autant les Haïtiens ne se battront pas, les Angolais ne se battront pas, les Kenyans ne se battront pas. Tous ces gens qui arrivent ne vont pas se battre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent à la fois pour dissuader les FARDC de faire la guerre, parce que s'il y a quelques dérives, on bat les dégâts collatéraux, ils seront le premier à dire les FARDC ont mal tué, les FARDC travaillent avec les génocidaires, etc. Mais dans les rangs de M23, il y a des mercenaires, il y a des Rwandais qui se battent. Aucunement, vous avez entendu, même la MONUSCO a déjà filmé à toutes ces images. Ils ne vont pas faire mention de cela.